Elles, c'est Mariama, Mahadi, Amina et Fanta. Pour plusieurs raisons, parce qu'elles sont jeunes, filles, immigrées ou issues de l'immigration, on n'entend pas leurs paroles. Il y a une autre phase de la cité, entre guillemets, qu'on ne voit pas. Moi, c'est Marine et j'ai eu envie de leur donner la possibilité de raconter leur histoire. Alors ensemble, on a écrit et réalisé cette série. Chacune leur tour, elles ont dirigé un épisode. Ce que vous allez voir, c'est les thèmes qu'elles ont choisi de poser dans le débat. C'est leur analyse et c'est leur choix de réalisation. Bienvenue dans La Place. Les filles, aujourd'hui, je vais vous faire visiter mon collège. C'est là où j'étais scolarisée de mes 11 ans jusqu'à mes 15 ans, ou 14, je sais plus. C'est l'endroit où je me suis le plus sentie accompagnée au cours de ma scolarité, soutenue, etc. Là, on va aller dans le bâtiment vu que j'ai fini de vous présenter la cour. Okay. Ouais. Donc là, c'était mon casier. Là, c'est la salle de ma CPE. C'est une personne qui compte vraiment beaucoup pour moi. En fait, c'est grâce à elle, j'ai pas trop décroché vu qu'elle était tout le temps derrière moi à m'encourager, à me pousser. Et donc, voilà! C'est toi qui as dessiné? Ouais, c'est moi, c'est le dessin que je lui ai offert avant de partir. Par contre, je sais pas si j'ai fait une lettre. Merci pour toutes ces années, cœur. Ouais, j'ai fait une lettre. Je me connais bien. Bonjour. Bonjour Mariama. Ça va? Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va. Je reconnais ce bureau. Ouais, c'est le vôtre. Est-ce que vous pouvez un peu parler des démarches qu'il a fallu mettre en place quand j'étais au centre ou quand j'étais malade? Il y a eu des organisations à faire sur deux plans. Déjà, il y avait le quotidien, parce qu'il y avait un protocole d'accueil là, individualisé. Après, pour les périodes d'opération, de convalescence, enfin en rééducation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à un dispositif qui permet d'apporter du soutien aux élèves qui sont hospitalisés ou malades, mais en tout cas contraints de ne pas pouvoir venir à l'école pendant un certain temps. Quelle a été votre première impression de moi? Enfin, la première impression que vous avez eue sur moi? Vous ne vouliez surtout pas vous faire remarquer. C'était un peu votre crainte, je pense. En fait, ça me mettait mal à l'aise. Et je voulais pas que genre ça se sache. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ah oui, c'était sûr. Hein, ça, vous le disiez même. Ah, je le dis? Vous vouliez pas être montré du doigt. Mais à partir du moment où vous avez vu qu'on mettait en place des choses pour, voilà, vis-à-vis de votre maladie, mais que ça allait pas se remarquer, que ça allait pas se voir, là, je pense que vous vous êtes mise à l'aise. Et je vous en remercie. Vous savez, moi, je vous remercie aussi, parce que y a ce que l'école peut apporter aux élèves, mais faut voir aussi ce que vous avez apporté, vous, au collège, aux gens qui ont eu la chance de vous suivre. Enfin, moi, par exemple, vous m'avez donné du courage. Ah bon? C'est encourageant. Oui, c'est pas tous les jours facile, quand même, les cas en éducation. Vous nous avez apporté ça, du courage, l'envie de continuer, de la gratitude, en fait, et des sourires aussi. Bon. Je vous remercie pour avoir libéré votre temps. Et c'était avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Et c'était très bien. Oh, ça faisait trop plaisir, vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas échangé. Et les surveillants, ils font quoi? Dans leur casier, ils collent les photos de leurs élèves préférés, leurs chouchous. Et genre, moi, j'étais la chouchou de Laura. Et j'étais la chouchou de Madame Thierry aussi. Ouais, donc quelle salle finalement? On va finir par celle-là. Et nous deux, on finit là. Mais genre, tu tournes plus vers là. Oui, voilà, comme ça, c'est un plan ouvert. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, c'est bon. On a encore Amina un peu dos à nous, mais on en verra. À part si elle recule un peu. Est-ce que tu peux reculer un peu vers Mahdi? Voilà. Donc là, on va commencer.
Donc les filles, à partir de maintenant, je vais vous poser des questions par rapport à votre scolarité, par rapport aux inégalités, etc. J'étais dans un collège, dans un quartier et tout, et je suis passée dans le lycée à Neuilly. Il y a une différence dans l'enseignement. Nous, on avait quasiment pas cours quand même, hein, parfois, dans des matières. Ce qui fait que quand tu arrives dans un truc où les gens, quand même, ils ont eu tous leurs cours, on va dire, et nous, on en manque, on finit jamais le programme. Ouais, y a déjà tu vois, l'écart. il y a des écarts. Ouais. Parce que j'ai vu des choses quand j'étais dans le collège, des profs qui sortent en pleurant, c'est énorme, tu vois. Genre, En fait, c'est vraiment révélateur trop. d'un problème, ce que tu dis, parce que ça veut dire que toi, dans ton collège, en zone d'éducation prioritaire, c'était un peu l'anarchie, que quand vous avez des profs qui étaient absents, ils n'étaient pas bien remplacés. Quand tu vas à Neuilly, tes profs, ils sont directement remplacés. Il y a une qualité d'enseignement, une sorte de Après, suivi. les profs- Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, les profs en ZEP. C'est juste que... Ils sont très bien. Ils se démènent pour nous sortir de, Mais c'est-à-dire, de ça, tu vois. Ils sont là, les profs. Il y a un manque de moyens. En fait, il y a un manque de... de moyens peut-être pour les profs. Les moyens, ça dépend de t'es placé où. Ouais, t'es placé où? Ouais, Mais t'es alors, dans quelle ville. En France, la politique qu'il y a, c'est... Normalement, les écoles publiques, on parle d'égalité des chances. Il y a des élèves qui ont plus de capital culturel. Et moi, personnellement, je viens d'un milieu modeste et mes parents, ils n'ont pas fait d'études. Donc, ça fait que si tu as envie d'être au niveau de certaines personnes, il faut que tu travailles 2 à 3 fois plus. Mais qu'est-ce qui me fait de la peine après, c'est quand on essaie de nous faire croire qu'en fait, il y a la méritocratie, alors que c'est faux. Enfin, on a tous accès à l'école, mais on n'a pas accès de la même façon. C'est-à-dire que quand on y entre, on n'est pas reçu de la même façon. Bourdieu, dans La Distinction, lorsqu'il a fait son livre en 1979, il parlait de la reproduction sociale, le fait que, en fait, à partir du moment où tu appartiens à une certaine classe sociale, tu as forcément des acquis, tu as forcément un bagage qui fait que lorsque tu vas à l'école, tu es supérieur, éducativement parlant, aux autres. Donc tu penses que c'est pour ça qu'on n'est pas tous reçus de la même façon. Au reçu, oui, et on n'y a pas accès de la même façon. Donc il y a l'inégalité même avant d'y rentrer. 27,4% des élèves d'éducation prioritaire sont en grande ou très grande difficulté, contre seulement 14,9% des autres. Parmi les élèves entrés en 6e en 2007, 19% des enfants d'ouvriers non qualifiés n'ont pas obtenu de diplôme du secondaire. C'est aussi le cas des 38% des enfants de parents sans emploi, mais seulement le cas de 4% des enfants de cadres, professions libérales et chefs d'entreprise. Si les boulots des parents déterminent les chances de réussir de l'enfant, c'est-à-dire que en fait, l'enfant, il va finir comme ses parents et ses enfants vont finir comme lui, et du coup, ça nous amène dans un cercle vicieux. Mais le truc, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle transfuges de classe en termes sociologiques. Par exemple, Mahadi, tu disais que tes parents, ils pouvaient pas te suivre par rapport au système éducatif, etc., quand tu voulais faire ton orientation. Sauf que toi, maintenant, tu es au courant de comment ça se passe. Ça veut dire si éventuellement, dans un futur, tu as des enfants ou non, et tu seras derrière eux. Donc là, ça s'appelle transfuge de classe. Ça veut dire qu'en fait, tu as fait une ascension. T'as changé ta condition. Sauf que les chiffres, elles ne changent toujours pas, c'est ça le problème. Après, ils évolueront. Dans je le temps, pense. ouais, ça va évoluer parce qu'il y a plein de choses qui sont mises en place pour aider les personnes dans des quartiers défavorisés et aussi avec les associations qui se mettent en place, qui disent allez, vous pouvez le faire. Moi, franchement, je pense que ça va redire. Parce que déjà, si des associations comme Mahdi, moi, toi, on arrive à avoir un bon métier, on va dire à faire partie des gens privilégiés, favorisés et tout, nous, on va lutter contre ça, vu qu'on l'a subi. On va faire des associations, on va faire des dons. Moi, en tout cas, j'y compte. Parfait. Ah, c'est trop beau. La qualité, elle est trop bien. Vous voulez voir? Je regarderai après. Moi, je te dis voilà. Ok. Quand tu vas dire action, elle va sortir. Donc du coup, je pense que tu commences ton plan et on dit action au milieu du plan. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ah. Action! Bonjour. Bonjour. Viens, Mariama. Ok. Coupé. Là, on est chez Marie-Christine, une femme que je connais depuis plusieurs années. Elle m'a suivie depuis que je suis toute petite. Et souvent, je viens chez elle pour qu'elle me donne des cours.
Et c'est grâce à elle si j'en suis là. Là, c'est sur le Baudelaire? Ah oui, Fleur du Mal. Ah ouais. C'est mieux de lire les conclusions. Eh ben oui. Ça, c'est Fleur du Mal, Vas-y, Allégorie, dis-moi. Envoyé à Citerre. Ah si, là. Ça, c'est bien de votre génération. Ce poème m'a choquée. Bon, il va falloir que j'échange ça. C'est ça. On m'a Mais outré. c'est ton vocabulaire. Mais voilà, après, quand tu l'écris, effectivement... Oui, c'est pas adapté. Bien sûr. Est-ce que c'est un peu plus bas là? Oui. Ouais, c'est bien. Là, j'ai l'impression que t'es bien. Ouais. Ok, parfait. La caméra. Et après, tes doigts, tu vois, il faudrait qu'ils touchent là, ce truc-là pour faire le point. Là? Ouais. Ah, c'est trop joli avec la fenêtre derrière. Oui. Avec son petit café et tout. Tu venais quand même régulièrement à l'aide aux devoirs et tu habitais à l'hôtel social. Donc, c'est comme ça aussi que donc, du coup, j'ai démarré ma carrière, j'allais dire, à l'hôtel social parce que j'ai commencé par cette famille-là. Ah bon? Bah oui, j'ai Ah, commencé je savais par pas qu'on était les premiers. Si, je m'occupais aussi de ce qu'on appelle au Secours catholique l'accueil des marches, c'est-à-dire que le vendredi matin, on accueille les mamans, enfin les familles, et on les aide dans leur démarche administrative, dans leur recherche d'emploi, dans leur CV s'il y a besoin, et puis surtout, moi, ce à quoi je tiens encore plus aujourd'hui, c'est accueillir ces mamans, alors maintenant que le Covid c'est fini, avec café, gâteau, on se pose, on s'assoit, on les fait parler. On les écoute parce qu'elles n'ont jamais l'occasion de s'arrêter, jamais l'occasion de se poser. Si elles ont envie de pleurer, ben elles pleurent. Si elles ont envie de nous raconter leurs histoires, elles nous racontent leurs histoires. Qu'elles étaient quand elles étaient jeunes, leurs parents, pourquoi elles sont venues. Oui, Ta maman, principalement, c'est parce qu'on ne pouvait pas s'occuper d'elle pour sa maladie, là où elle était. Donc, on lui a dit, il faut venir en France. Et donc, il a fallu étendre mon champ d'action à la maladie et de me dire, ben, maintenant, je vais aider la maman dans cette maladie parce qu'elle ne comprend pas très bien ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je suis allée avec elle à Trousseau, que j'ai rencontré la chef de service qui m'a bien expliqué toute cette maladie et qui m'a dit ce qui pouvait dégénérer parce que c'est une maladie extrêmement grave, on peut mourir de cette maladie. Hein. Merci pour cette interview. Tout le plaisir était pour moi. C'est la fin, alors du coup tu peux déréquer en appuyant là. Ok, couper. J'ai plus de batterie moi non plus sur ma télé. Ah, faut charger. Ouais. C'est une maladie qu'on ne connaît pas. Mais non, Personne ne connaît cette on maladie. sait pas ce que Mariama a. Voilà. De Elle a une drépanocytose. Tu m'as jamais dit le nom. C'est C'est juste que j'ai pas expliqué. une maladie, c'est une maladie du sang. Moi je sais que tu m'as pas dit le nom. Donc tu ne parles jamais de ta maladie en fait à personne. J'aime pas. Ouais, c'est ton domaine privé. Ouais. Est-ce Et que- un peu, ça me donne des larmes du coup. Bah, bien sûr. C'est pour ça que je dis que c'est une combattante. C'est incroyable. Elle a un parcours formidable, cette fille. Donc je pense que dans 10 ans, on reparlera d'elle. Hein, ma biche? J'espère. J'espère. Dans le bon sens. Ah bah bien sûr. Ça c'est sûr. Hein. Sourire quand même. Eh mais comme ça me va hyper bien comme ça. Trop bien. Oh, j'aime trop. Ah, j'aime trop, c'est bon. Insta. Coucou. Salut J'espère Mariama. que tu vas bien Ouais. et que du coup ça va aller. Ouais. Et repose-toi bien, prends bien soin de toi, oublie pas la santé, c'est très important. On Ouais, sait, on c'est pas t'attend. évident, mais tu vas t'en sortir. T'es forte et voilà, qu'on pense à toi. On t'oublie pas. Ouais. Et t'es formidable, oublie pas. Voilà. Bisous. On tenait à te le dire. Salut. À la prochaine. Salut, ouais. Ouais, ça c'est trop. Là, c'est mon bâtiment à moi. Ma soeur, elle habitait ici aussi. Et j'ai de la famille qui habite au 27e étage. Et ça va jusqu'au 38e.
Quand tu montes, franchement, tu vois tout. Hein. C'est vraiment très impressionnant. T'as dit 38 étages. Ouais. Moi, j'ai peur. Hein. Au début, j'avais trop peur. Parce que même dans l'ascenseur, tu vois, ton cœur, il ressent. Et du coup, il y a pas mal de membres de ta famille qui habitent dans cette... Ouais. Du coup, j'avais dit, ma soeur, elle habitait ici. Donc, elle a déménagé même pas loin, même pas à 3 pas d'ici. Okay. Et de ce côté, de l'autre côté, il y a ma soeur qui habite un peu plus loin et mon frère juste à côté aussi. On est tous centrés ici. J'imagine qu'entre vous, vous êtes grave soudés dans ton quartier. Pendant le confinement, nous, c'était avec la ville de Nanterre. On donnait des denrées alimentaires aux gens. Oui, donc ça peut être des personnes âgées ou même des familles vraiment que le Covid a vraiment touché. Et quand on partait chez les gens, ils nous étaient là, limite tellement reconnaissants que genre, même moi, ça me faisait tellement plaisir. On se sentait un peu utile. Voilà, c'est ça le mot. C'est pas qu'un peu, là, c'est un euphémisme. Non, carrément utile. On avait besoin de toi, de vous. Et c'est ça, en fait, qui n'a pas de... Ça n'a pas de prix. Je me suis sentie à ma place. Qu'est-ce qui est bien dans une cité? Les fenêtres qui sont hauts, c'est un peu les fenêtres de nos tatas, de chez nos copines, etc. Donc ça fait que on est clairement en sécurité et qu'en fait... on est toujours ensemble, t'es vraiment soudés. On entend toujours la musique, quand il y a des repas, voilà, tu reçois une petite assiette, genre un petit gâteau, ou, voilà, des trucs comme ça. C'est des trucs simples, là. Ouais. Mais c'est des trucs qui construisent une vie en commun. Ça montre cette... hospitalité. Voilà, hospitalité, vraiment. C'était le mot, je vais sortir. On parle souvent, en fait, de communautarisme, en fait, dans les cités. Parce que c'est des diasporas issus de l'immigration et tout qui s'implantent et qui sont dans les mêmes lieux. Du coup, ils se regroupent et du coup, ça fait une communauté. Moi, je trouve qu'il y a une sorte d'hypocrisie avec ce concept de communautarisme. Dans le sens où on ne peut pas reprocher à des gens issus de diasporas diverses et variées et qui ne sont pas spécialement français de vivre tous ensemble et que ces cités, elles étaient construites à la base pour les gens qui émigraient et qui ont émigré vers la France et qu'on ne peut pas leur reprocher 20 ans ou 30 ans plus tard de vivre qu'entre eux. Quand on leur a construit un espace que pour eux. Si l'immigration des pauvres est un problème, pourquoi le fait que tous les riches habitent ensemble, ce ne serait pas un problème aussi? On a tendance à parler du communautarisme populaire, en disant tout le temps, en pointant une certaine population du doigt, en oubliant qu'il y a aussi un communautarisme bourgeois, si je puis dire, dans le sens où y a des rallyes, tout simplement, les mariages entre le 1% le plus riche français, les mariages entre... Là aussi, on peut appliquer cette notion en fait, de communautarisme. J'ai l'impression que le mot communautarisme, il est visé que envers un seul type de personne. J'ai l'impression que derrière le mot communautarisme, limite, il y a écrit musulmans, noirs, arabes. Genre, comme par hasard, hein. Ça, je dis rien. Ça nous ramène à la double culture. Donc pour moi, c'est une chance énorme. Parce que t'es enrichi pour moi. Ça, ouais, mais... On parle aussi de culture générale. Par exemple, parler anglais, c'est de la culture générale, c'est la base. Mais parler arabe ou même maîtriser en fait des dialectes, et la richesse en fait de dialectes, ça par exemple, ce sera pas compris dans la culture générale. Écouter de la musique classique, ça rentre dans la culture générale. Et pourtant, le rap, le rock, l'électro, tout ce genre en fait toute cette richesse en fait qui fait que c'est pas la culture générale. Il n'empêche que ça reste une culture et ça peut être une culture générale pour moi parce que dans le rap pour moi c'est pas comme les gens ils l'entendent, la plupart des gens en tout cas, c'est pas que des insultes. Ça fait réfléchir, c'est des gens qui racontent leur vie, c'est inspirant. Comme Aya Nakamura, clairement, on n'arrive même pas à prononcer son prénom, il y a comme un sort de mépris. Alors qu'en soi, c'est ces musiques-là qu'on m'a abandonné, c'est ces musiques-là qui font bouger les jeunesses dorées et aussi les jeunesses banlieusards. Donc, mais c'est un paradoxe en fait. Là, c'est le chant des coqs, des canards. Ça a commencé dans C'est par là. C'est ouf comment je suis perdue. En fait, comme on tourne, le tour, descendre, voilà. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ok, vas-y. Cet endroit, moi j'aime beaucoup en vrai, cet endroit. Genre c'est beau quand même. Mais oui, c'est trop beau. Ouais.
Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. C'est bon? De ce côté, je pense que on voit trop la télé, du coup ça prend... Ouais, je suis d'accord avec toi. On peut se laver là. Ouais, carrément. Tu peux t'aller dans tes mains. Super. Notre quartier, c'est un beau quartier, c'est assez riche, même en termes de culture, c'est assez riche. Des associations qui dans les devoirs. C'est ça. Et toi, qui... t'es parti bah oui. en sortie. Moi, ma fille, elle est partie en sortie, sortie culturelle, elle est au musée, elle est lire des livres, ils ont plein de livres là-bas, donc c'est important. C'est pas une culture qui est ancrée pour que les enfants de quartier ils disent bah il faut qu'on y aille ou je sais pas. Après, c'est des choses que, oui, avant, moi, mes parents, ils ont pas cette culture-là. D'emmener les enfants, de m'emmener au musée, de m'emmener à la bibliothèque, de m'emmener, etc. Après, sachant cette lacune, entre guillemets, ils ont fait confiance à l'éducation nationale, ils ont fait confiance aux associations qu'il y avait dans les quartiers. Et aussi, bah, comme on avait dit, là, le pass culture. Si t'avais le pass culture, t'aurais fait quoi, toi? En ce moment, j'ai envie de lire, donc ça veut dire que oui, je sais que je vais aller acheter des livres, etc. Et tout. Et t'es intéressé par quel type de livre? Bah, franchement, des livres franchement, historiques quand même. Hein. Historiques dans le sens des causes noires, plutôt. J'ai pas cette culture africaine, donc leur histoire, les royaumes, c'est une manière aussi de me rapprocher de chez moi. Pourquoi c'est important de te rapprocher de chez toi? Bah, parce que je viens de là-bas tout court. La dernière fois, on avait discuté, tu m'avais dit, tu m'as dit, la Sana, je me sens pas légitime dans ce pays. Je me sens pas, on me fait pas sentir que je fais partie de ce pays. Ben, je trouve ça normal. Pourquoi moi je le serais et toi tu le serais pas? Parce que toi, tu es né ici. Je suis né ici. Ouais. Et parce que je suis né ici, ça donne la légitimité d'être... Ouais, ça veut dire que tu as cette légitimité de dire non. Parce que moi, je vais parler, est-ce que ça va porter en quoi? Pourquoi? Ça va porter quoi à la vie? à quelle vie? Politique, à la vie, ça va rien changer parce que j'ai pas ce poids de parole. Je pense que c'est pas le sujet, mais bon. Mais non, mais ce qui est vachement intéressant, c'est que toi, bah, tu vois, quand on parlait et tout, t'avais des avis très formulés, en vrai. Aussi sur la France, sur la politique, sur les discours politiques. Oui, ouais, bah oui, je vois, il y a des choses, tu dis, bah oui, ça me révolte quand même, tu vois. Même si j'ai pas le droit de parler, entre guillemets, mais il y a des choses qui me révoltent, je me dis, bah ça se fait pas. Parce que moi, je connaissais pas le racisme, les trucs comme ça. Et tu viens ici, tu prends tout à la gueule, entre guillemets, à force de voir les trucs, etc. Il y a personne qui peut te dire de pas parler, mais toi-même, tu te dis, ouais, moi, je sais pas légitime à parler. Moi, je sais pas, comme je t'ai dit, c'est dans mes pensées, c'est toujours... c'est dans ma tête toujours. Après, moi, je suis fier aussi que tu aies pris... Parce que c'est pas quelque chose d'habituel chez nous. Bah oui, c'est un truc de fou pour moi. C'est pas un truc habituel chez nous, c'est vrai de prendre la parole sur son vécu, sur ses ressentis. Après, c'est très courageux de ta part, on le voit pas assez souvent. Tu vois, de parler, de dire par rapport à ce qu'une jeune fille, Pablo Picasso, elle peut ressentir dans son quartier et par rapport au monde. Ce que j'aime bien, c'est aussi sa vision de la femme aussi, enfin du féminisme en règle générale. Et surtout quand on a une petite sœur qui est intéressée par ce genre de choses, c'est d'autant plus important qu'au final, moi, ça m'influence sur l'éducation que j'ai sur mes filles. Ça influence aussi ma relation avec les gens autour de moi. Est-ce que demain, il n'y aura pas des gens aussi qui diront, moi, j'ai regardé le reportage ou j'ai regardé l'interview de Fanta et ça m'a inspiré, etc. Waouh, ça va être incroyable. Moi, j'en suis là, genre, mais bon, ok. Mais le truc, c'est que ce que peut-être que tu n'as pas conscience, c'est que tu vas inspirer du monde. Et tu inspires du monde peut-être, sans le savoir. Viens, on regarde l'avenir comme ça. Ah, c'est beau.
aussi, c'est toute la programmation qui va se tenir durant toute l'année, donc de la saison 2021-2022. Bah, merci. Voilà. Là, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Alors, moi, je suis un peu rougeau, donc... Ah, on va appeler la maquilleuse, il y a vas-y. À l'étalonnage, il faudra faire quelque chose. Si vous voulez, on est Juste mal, hein. un peu vers la droite, de sorte à ce qu'on ne voit pas La poubelle, ah non, c'est pas une poubelle. le meuble. Ouais, et puis surtout, on peut resserrer le cadre, on peut faire un truc un peu comme ça. Ça devrait aller, je pense. Ok. Bon, voilà. Ça te paraît ok? Yes. Tu penses que t'as tout? J'adore. Allez. Le fait que j'ai été acceptée, justement, et que vous avez fait le choix, donc Marion et toi, de m'avoir... d'avoir pris la décision de collaborer avec moi, je tenais juste en fait à vous dire à quel point c'était juste en fait hyper important. Avant ça, je me posais toujours la question de oui, passer des entretiens avec ou sans le hijab, et en fait ça me faisait du mal parce que c'est une partie de moi en fait, et je sais pas si tu te rends compte, en fait non, je pense pas que tu te rendes compte, hein, c'est ça le truc. Parce que je tenais à te remercier d'être passé au-delà des apparences, justement. Tu t'es pas arrêté seulement à ce que je peux renvoyer ou incarner pour certains. Et du coup... de rien, voilà. c'était un plaisir. Bonjour, votre passe sanitaire, s'il vous plaît. Beaucoup de services publics se sentent obligés de créer le débat sur cette question. Nous, on a la chance de, voilà, juste... au sein de cette équipe, c'est pas un sujet, donc on a cultivé ce non-sujet. T'es resté 2 mois parmi nous, j'aurais pu m'attendre à que quelqu'un me pose une question, me fasse une réflexion, et en fait, ça n'est jamais arrivé. Alors, bienvenue les filles. Aujourd'hui, vous êtes à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Donc, c'est un lieu qui est très emblématique et je pense que ça a été un vecteur décisif dans ma vie, notamment pour ma construction personnelle. Oh la hâte. Alors, voici le studio. Donc, c'est un endroit où j'ai pas mal consacré de temps de ma vie. Waouh, beaucoup de souvenirs qui affluent. Donc, voici la salle de répétition, donc le studio où j'ai fait du théâtre. On va se rendre dans la salle Oleg Efremov où j'ai pu interpréter et réaliser les pièces de théâtre en question. Merci. Merci. C'est grand, hein? Ouais. Il faut savoir que la MC 93, ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose. Et je pense que c'est justement ça qui fait la beauté en fait du lieu. Et notamment la première expérience que j'ai eue en tant que femme hijabi. Et c'était exactement tout en haut là, au niveau de la régie. Et donc c'était suite à une sortie scolaire où la professeure qui m'avait accordé en fait l'autorisation de pouvoir garder mon hijab pendant le temps de la sortie en fait, car c'était hors période, hors temps scolaire, m'a en fait demandé de l'enlever devant tout le monde. Et c'est-à-dire que la scène était remplie. Ça a été le premier moment où j'ai subi en fait une injustice aussi forte et je me suis demandé pourquoi en fait, qu'est-ce qui va pas, sachant que j'avais l'autorisation avant. Il n'empêche que ça ne m'a pas empêché justement de continuer, car la MC 93 c'est aussi un lieu où j'ai connu des hauts. La preuve, t'en es à là, donc c'est... Ouais, tu travailles. En fait, finalement, on a essayé d'un peu t'enfermer dans une case en mode je peux pas faire partie de la MC 93, mais finalement t'en fais pleinement partie. C'est ce qui m'a permis de m'accrocher et de voir qu'en fait la Maison de la Culture c'est aussi tout un monde à découvrir, tout un univers, et je serais très heureuse de vous montrer la suite justement. Ça a été un endroit de très belles opportunités. Donc là, c'est l'atelier des décors de la MC 93. Donc il y a certains décors de spectacles qui sont construits ici même. C'est un vrai truc dans les zones de la culture, c'est C'est une main d'œuvre. Ah mais non, on va où? Donc là, on se rend à la salle de lecture, qui est une salle incroyablement belle. Comme son nom l'indique, ou c'est... On va tout faire dedans. En fait, on peut tout faire, c'est ça qui est hyper cool. Ah, on y est. Ouais, elle est immense.
Waouh! Mais je m'attendais pas à ça, moi. Voilà. Là, il y a la bibliothèque, les bibliothèques du coup, mais on va avoir la vue imprenable sur Bobigny. Sur Boboche. C'est pas vu sur la mer, mais c'est vu sur le terrain. C'est tout aussi inspirant, on va dire. C'est tout bon? Qu'est-ce qu'on en pense là? C'est pas mal, non? Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui me semble pour le moins importante, notamment par rapport aux enjeux actuels dans nos sociétés, qui est l'intégration. Donc déjà pour vous, qu'est-ce que ça sous-entend? Moi, dans ma tête, quand on parle d'intégration, c'est être en conformité avec avec la société dans laquelle tu vis. Le mot s'intégrer, j'ai du mal parce qu'en théorie, ça veut dire rentrer dans une communauté, prendre sa place, en faire partie. Mais en pratique, c'est pas du tout ça en fait. Parce que j'ai l'impression que le mot intégration, il dit implicitement qu'en fait, qu'il faut se conformer ou un peu renoncer à soi pour faire partie d'une communauté ou même avoir une petite place. Je pense pas que ce soit spécialement nécessaire. Mais du coup, pourquoi on ne pourrait pas s'intégrer sans se rayer soi-même? Justement, par exemple, moi, en tant que femme hijabi, donc j'ai décidé de porter ce hijab parce que ça a été une décision personnelle, un cheminement spirituel. Et on a souvent tendance à me dire que c'est une revendication ou c'est comment dire, synonyme en fait d'oppression. de soumission. Et en fait, bah pour moi, non, justement, c'est l'intégration par excellence. Parce que du coup, c'est avec mon hijab que je peux être au plus proche des autres, que je peux m'intégrer, que je peux faire partie de cette sphère collective qui est la société et que je peux être de façon authentique. Moi, déjà, quand je suis arrivée ici, j'avais pas... Déjà, on n'a pas la même... On n'a pas le même mode de vie, tu vois, et vestimentairement, etc. Parfois, je me suis poussée un petit peu. Peut-être je me suis mis la pression à m'habiller d'une certaine façon et avoir ce style vestimentaire européen, quoi. Inconsciemment ou parfois consciemment. J'ai pas honte de montrer ma culture, etc. C'est parce que j'ai l'impression que c'est pas la bienvenue. Donc ça veut dire que je le garde chez moi, que quand je rentre chez moi, voilà, là-bas, je serai libre. En France, on n'a pas... Peut-être c'est nous-mêmes, on se met cette barrière, hein, mais on n'a pas cette liberté, on va dire, cette liberté de se montrer comme on est. On vient en France, tu rentres direct dans le moule. Tu n'es pas toi. J'ai l'impression qu'on demande toujours aux mêmes personnes de s'intégrer. Comme si... Enfin, bien sûr, je suis d'accord sur le fait que... qu'on ait des origines différentes que la France, qu'on ait une culture différente de la France. Mais en soi, on a fait partie de l'histoire de France. Il s'est passé des événements historiques comme la décennie noire en Algérie, l'esclavage, qui ont fait que l'Afrique et le Maghreb ont joué dans l'histoire de France. Et je trouve ça un peu blessant de demander à ces personnes-là de laisser un peu leur culture. Quand j'étais chez moi en Afrique, au Sénégal, c'était pas une question qui revenait. On ne nous mettait pas à l'oreille tout le temps « Oh, mais il faut ça pour être des vrais patriotes. » Ou même, il y a personne qui vont leur dire de toute façon, t'es pas algérien, t'es pas marocain, t'es pas tunisien, t'es pas malien, t'es pas sénégalais, etc., etc. Alors que si tu dis « Ouais, je suis français », quelqu'un qui va dire « Ah, t'es de quelle origine ?» Je me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour être intégré. Et qui dit que oui, t'as fait ci, t'as fait ça, du coup, ok, toi t'es intégré, ou tu parles si bien français, t'es intégré toi. Enfin, quand tu vas à l'étranger, dans le monde, enfin, qu'est-ce qui montre que t'es de cette origine-là ou de cette nation-là? C'est ta carte d'identité. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette carte d'identité? Je pense à ma mère, ça fait 20 ans qu'elle est en France, enfin, un titre de séjour, mais pas de carte d'identité française qui prouve qu'elle est française. Bien sûr, elle est malienne, elle se considère quand même qu'elle est née là-bas, elle a grandi là-bas, etc. Mais elle a passé la moitié de sa vie en France. Et elle a travaillé en France. Et tu peux être autant une personne qui est importante pour la France et qui en fait partie pleinement et qui fait tourner le pays à sa petite échelle.
Rien ne m'est plus éloigné que la prise de parole. Jamais je laisse taire. Les enfants, trop les bien. femmes. On appelle ça la pudeur, moi je l'appelle peur, vivre dans la peur. Ouais, c'est magnifique. Et surtout, je trouve que la phrase la plus parlante ici, et qui m'a fortement fait penser à la discrétion de Faiza Gueye, les femmes, les enfants toujours, ne pas se faire remarquer, ne jamais se mettre en avant, ne pas faire parler de soi, ni pour le bien ni pour le mal. Et pourtant, parler, c'est le pouvoir, quoi. Pour LinkedIn. Très bien. Pour LinkedIn, de ouf. Ils ont refusé d'être effacés. Encore une fois. Comment ne pas craindre l'effacement? C'est ce que ce pays savait faire de mieux. Il avait déjà tenté de les effacer. Eux, et maintenant, ils s'en prenaient à leurs gosses. Ah, tu t'es fait mal? T'inquiète, t'es une warrior, t'inquiète. Ouais, ouais. Quand j'étais petit, on venait ici. Avec ma mère, on venait ici. Avec mes anciennes copines quand j'étais petite après l'école et tout le temps, on venait ici. Ça me rappelle des bons souvenirs. Coucou. Bonjour tout le monde. Donc là, on filme. Et je filme en même temps. Donc c'est une Inception. Je sais pas si je l'ai bien dit. Donc je vous souhaite un bon visionnage de la série. Puis qu'elle est sortie, j'imagine. Et je ressens comme les influenceurs qui snapent 40 000 ans avant. Mais oui. C'est la première fois que je fais ça. Tu te souviens ce qu'on a prévu de faire à peu près avec ta mère? Oui. Moi, je me prends des notes en même temps. Tu veux aborder quelles questions? Vas-y, dis-moi. C'est-à-dire les questions quand elle arrive en France. Ouais. Quand son arrivée en France. Comment elle se sent en tant que femme immigrée en France. Et sa vision de la réussite. Ouais. Pour ses enfants, c'est-à-dire moi et mes frères et sœurs. Ainsi que, comment dire ça? Après, la fameuse question, pourquoi elle veut pas que je sois comédienne aussi La fameuse question. Il y a un petit chemin là, tu vois, qui passe, j'aime bien. Et voilà, faut que tu t'imagines là avec ta mère. J'aime trop ce plan. Trop bien. La caméra qu'elle porte, Marie, je pense qu'elle pourra filmer de côté. Ouais, un peu en diagonale. En faisant des plus gros plans, quoi, des plans plus serrés. Je t'ai jamais demandé cette... Enfin, je pense que tu m'en as déjà parlé. Oui. Mais je te demande pas tout le temps cette question. En fait, c'était comment quand tu es arrivée en France? L'an 2000, en septembre, ouais. Après, j'ai venu, il y avait ma famille qui était ivry, j'ai parti là-bas. Après, c'était le mariage avec son papa. C'est elle qui m'a fait venir, ouais. Après, on a reçu Scotch à Saint-Denis pendant 2 ans. Jusqu'en 2002, après, on a eu le logement ici. Avant que je sois né, ouais. Enfin, tu as eu les jumeaux très jeunes. Ouais, jeune, ouais. Enfin, à 20 ans, en vrai, tu nous avais, tous les 3. Ouais. Et c'était pas dur, enfin... Ouais, je te dire... Quand tu travaillais pas à ce moment-là... Non, je travaillais pas. Attends, je pense qu'il y a des photos. Je te dire, surtout les jumeaux après toi, ils n'ont pas eu beaucoup de différence. C'était dire, il avait 15 mois de différence. Il y en a un qui est réveillé, il y en a un qui dort, surtout les jumeaux, du coup, le venait comme triplé. Parce que quand toi, tu es né jumeaux, ils n'ont pas marché encore. Et ça, c'est avec papa. Ouais. Mais là, c'était jeune. C'est qui, Kundo? C'est qui? C'est les jumeaux? Oui, ça, c'est les jumeaux. Et ça, c'est Mahdi. J'avais les dents du bonheur. Hein? C'est qui? J'aime trop sourire. Maman? Avant, c'était compliqué, même si tu vas la rendez-vous au hôpital, tu ne parles pas. Quand tu parles, tu ne comprends pas ce que le médecin dit. Il faut quelqu'un qui t'accompagne. Ou des fois, il prend de l'infirmière ou des fois, il prend l'infirmière Soninké ou France, Bambara. Et avec les écoles, quand on est petit aussi? Oui, ça va, ouais, avec l'école, oui. Toujours, c'est vous qui nous lire les mots. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vous qui nous lire aussi seulement, oui.
Parce qu'on est aidé, tous les deux, on ne sait pas les récré. Enfin, finalement, si papa et toi, vous êtes venus en France, c'est pour qu'on ait un avenir meilleur. Oui, oui, oui. On compte sur vous, oui. Vous êtes gentils, on compte sur vous, tout. Vous êtes tous gentils. Vous travaillez bien à l'école, ça va. Est-ce que je pense que parfois tu nous as mis de la pression pour qu'on réussisse ou Non, la pression, non. Pas de pression? Pression de quoi? Ça veut dire quoi? Enfin, en mode, parfois, tu nous dis qu'on doit taffer, etc. Ouais, bien sûr, oui, je l'ai dit, bien sûr. Je le dis ça tout le temps. Pour arriver, il faut travailler. Oui. La vie, il faut travailler, il faut te battre, il ne faut pas laisser. Il faut te travailler, il faut te courager. Si tu veux quelque chose, il faut avoir le courage de le faire. Oui. Et c'est vrai, tu aimerais bien que je sois médecin ou pilote d'avion? Non, je ne vais pas choisir, je rigole ça. Je vais faire ton rêve, c'est que tu décides. Je t'embête pour ça. Et si je deviens comédienne Oui, si tu viens comme ça, c'est un rêve que je ne peux pas te dire non. Je fais le doigt le bon chemin. En fait, je ne le voyais pas comme ça parce que parfois quand je te parle, je croyais qu'en fait, je ne voulais pas que je sois spécialement. J'ai dit non, j'ai rigolé, mais pas que je vais dire que, voilà, pas sérieusement que non, je vais t'arrêter, non. La route qui est ton rêve, tu continues, Inch'Allah. D'accord? Oui, sinon, elle sera toujours là pour nous. Ouais, je suis là pour vous, ouais, je suis là. Et moi, je serai là pour toi. Ouais. Voilà, c'est bon. Gundoli. Gundoli, ça veut dire Gundovi en Soninké. Oui. Ok. Je suis très contente de mes rêves. Je voulais être journaliste comme comédien. Je veux que ça sera bon chemin. Inch'Allah, je fais le doigt pour elle. Et ça sera journaliste comme vous l'entendez faire un jour. C'est un rêve, vous m'avez dit. Je suis très contente. Voilà. Dans notre culture, genre, c'est important d'être médecin, avocat et tout. Enfin, surtout quand on est immigré. Voilà, genre, quand tu immigres pour tes enfants, bah, tu souhaites. T'as forcément une notion de réussite incroyable après. Bah, tu enfants. veux, ouais, voilà. T'as aussi de la Tu veux réussite, le ça, meilleur, quand le meilleur. Je fais les menaces. Oui, et je les ne enfants. veux pas que mon enfant aussi fait les menaces parce que ça, c'est pas joli en fait. Parce que nous, on ne peut pas lire et écrire. Ouais. Nous, on peut comprendre parce que nous, on ne sait pas lire, on ne sait pas ni écrire, ni faire rien de tout. Nous, parce que nous aussi, on veut que nos enfants ils peuvent assis dans l'ordinateur un jour. Ah, mon enfant, il fait l'ordinateur. Mon enfant, il fait ça. Il fait des bonnes études. Oui, c'est un rêve pareil. Moi, ma mère, franchement, elle est dans la même situation que vous. Sauf que ma mère, en fait, elle, son problème, c'est qu'elle a vraiment pas le temps. 4 enfants, femme célibataire, travail, boulot, elle gère tout elle seule. En fait, il n'y a personne pour l'aider à part les aides et tout, auquel elle a accès. Du coup, en fait, ma mère, elle s'est dit qu'elle va apprendre le français plus tard. Mais ma mère, en fait, quand je la vois, genre, elle s'est tellement bien se débrouiller depuis qu'elle arrive en France. Elle est indépendante, genre, elle compte sur personne, mais à part au début, quand elle venait d'arriver et tout. Et je me dis que, franchement, même elle le dit, si elle serait allée à l'école, genre, elle aurait tout pété, vraiment. Oui, pareil. Genre, non, vraiment, elle aurait d'être ça. Ils nous prennent pour des bêtes parce que, justement, on ne sait pas, non, enfin, je ne vais pas dire on, mais genre, dans le cas de ma mère et tout, genre, ils ne savent pas lire et écrire. Sauf que c'est faux, genre, ça veut rien dire et tout, ça, c'est juste des compétences. C'est pas l'intelligence, en vrai. Merci. Mais en fait, on se rend pas compte à quel Non, point moi, les genre, gens, je m'en ils rends sont compte super forts. parfois. C'est sûr qu'ils sont venus, ils ont quitté un pays qu'ils étaient bien, c'est leur pays d'origine quoi. Ils sont venus dans un pays, ils connaissent pas la langue, ils connaissent rien du tout. Ils sont venus, ils ont créé une vie ici, ils ont ramené des enfants ici, ils ont fait réussir leurs enfants pour qu'ils aient une bonne éducation et tout ça, et on se rend pas compte. Moi, je souhaitais à tous les enfants qui sont nés ici, qui sont nés en Afrique, je veux que tout le monde prenne le courage de voir qu'est-ce que tu voulais, ton rêve, tout ça là. J'ai fait jusqu'au fond. Ouais, jusqu'au fond. Moi, en tout cas, j'ai donné le courage à tous les enfants de prendre l'école, de faire leurs rêves. Qu'est-ce que vous voulez en fait. Mais si tu as des familles qui te soutiennent, ça va te motiver à pousser à faire les choses. Bah, moi, c'est des grands frères. C'est mes parents, on va dire. Et c'est tes potes? Mes frères, pas tout. Tes meilleurs amis. C'est eux qui me poussent à faire des trucs. Ouais, si je devrais dire en quelques mots, ma mère, c'est un modèle. C'est
Ça a été la première influence que j'ai eue et ça a été justement une bonne influence. Elle voulait que je sois... Non mais moi là je suis comme ça. Non mais c'est incroyable. Prends ton temps pour parler. Non mais elle voulait que je sois une bonne personne. Voilà. Pour moi, ma mère c'est un ange, vraiment. Franchement, ma mère, je l'aime trop. Déjà, elle est venue ici rien que pour moi, pour ma maladie et tout. Et elle nous élève toutes seules avec mes frères et sœurs. Carrément, des fois, elle peut travailler toute une semaine sans repos et tout. Et franchement, je l'admire pour ça. Oh non, il y a trop d'émotions. Il y a trop d'émotions. Il fallait s'y attendre, on parle de la famille. Ouais, ça parle de nos mères. Je vais lire le livre de Faiza Gueye, La discrétion. À la fin du livre, s'exprime par rapport à l'assimilation et aussi le colonialisme sous un ton un peu énervé, clairement. Parce qu'il vivait ici. Voilà. Il était temps de l'admettre. C'est vrai que ça gérait plus que prévu. Il faut dire que ce pays est doué pour voler des années aux hommes. Il est doué pour leur confisquer leurs espoirs et enterrer leurs rêves dans des milliers de petits cercueils. On ne se rend compte de rien. Le temps file. Comme ça. Un beau jour, les enfants sont grands et on compte ses points de retraite complémentaires pro-BTP. Ce n'est pas si simple de prendre les bonnes décisions sans comprendre tous les codes. Ils avaient peur de tout perdre, de se compromettre. Ils tenaient à rester qui ils sont. Ils n'ont pas voulu y renoncer. Ils ont refusé d'être effacés. Encore une fois. Comment ne pas craindre l'effacement? C'est ce que ce pays savait faire de mieux. Il avait déjà tenté de les effacer, eux. Et maintenant, ils s'en prenaient à leurs gosses. Brahim y pensait parfois, en utilisant le White Spirit, super puissant pour effacer les traces indésirables. Il se disait que la France les effaçait, comme le White Spirit effaçait la peinture. Et si Brahim avait compris l'anglais, il aurait été frappé de savoir que White Spirit veut dire esprit blanc. Bravo. Mon Dieu. Merci. Pourquoi tu as pris l'idée de prendre le courage de faire ça, tout ça? Parce que, en fait, quand j'étais petite, je parlais pas beaucoup. J'étais vraiment très renfermée. Toujours, j'étais dans mon coin. J'arrivais pas à m'exprimer avec les gens. Et donc, c'est en faisant du théâtre que j'ai appris à mieux m'exprimer, à aller vers les gens pour me sentir mieux dans ma peau. Et c'est pour ça que je pense que c'est important pour moi de monter sur scène pour lire ce texte et voilà. J'ai des larmes aux yeux. Et ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a touché beaucoup aussi. Ouais. Enfin, le texte, pour moi, c'est plus qu'une passion, en fait. À la base, moi, j'en faisais pour, je sais pas, pour voir mes amis, etc., rigoler, etc. Mais plus le temps il passe, et je me rends compte qu'en fait, je vais vraiment faire ça, en fait. J'ai vraiment prévu que je pleure, oui. C'est bon. Oh, en plus de trop bien, vous pouvez les gens envie de pleurer, c'est bon. Qu'est-ce que je peux voir les gens en plus? Oh là là. Ça fera un peu de souvenirs. Je vous ai dit que j'allais venir dans les têtes, vous m'avez pas cru. J'ai cru. Ah oui! Ah oui, des cœurs, c'est trop mignon.